Donc bonjour et bienvenue dans le studio de prototypage de vos prototypes ou maquettes ou autres. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu presque toutes les fonctionnalités de l'application et les expliquer et faire des tests. Et voilà, donc pour commencer, on a la possibilité de prototyper des rendus soit en 2D, soit en 3D. Donc on va commencer par la découverte du champ 2D. Donc, pour ce faire, dans cette interface, donc l'utilisateur vient avec son idée à elle, soit l'idée elle a été déjà bien poussée, bien pensée par l'idéation et autres, soit euh, il veut juste accélérer son design ou son procédé, son processus de fabrication, conception, design, et donc il veut obtenir rapidement, par exemple, un rendu visuel pour la donner à l'équipe de prototypage, de conception de la maquette, elle-même les ingénieurs, donc le technicien. Et par exemple, il vient avec son prompt, il fixe le nombre de prototypes qu'il veut obtenir. Donc voilà. Il a l'option de choisir le mode de génération des différents prototypes. Soit il peut fixer euh, une génération aléatoire, soit lui-même il peut rentrer les différents prompts correspondant à chaque prototype qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, s'il veut concevoir euh, une chaise, par exemple, avec accoudoir et par exemple avec matériaux plastiques, il peut le mettre ici. Ici, il peut par exemple dire une chaise avec sans accoudoir plutôt et par exemple avec matériaux en bois. Et ici, par exemple, il peut mettre une chaise avec des housses et autres. Donc, et pour chaque prototype, donc il aura l'option de fixer différentes composantes. Donc moi, je vais choisir cette option-là. Maintenant, l'utilisateur, donc, dans tous les cas, il a aussi l'opportunité de spécifier, donc, pour chaque prototype qu'il veut obtenir, les, les rendus. Soit c'est un rendu réaliste, ou c'est un rendu en croquis. Donc, le rendu réaliste, c'est vraiment la maquette elle-même, en image du prototype. Et le rendu réaliste, c'est plus, obtenir une image sous forme de sketch primitif. Donc c'est un peu ça. Il a l'option aussi de pouvoir fixer les vues. En absence de ce choix-là, donc c'est une vue isométrique qui sera donnée, donc un peu qui couvre un peu tout. Mais sinon, euh, il peut fixer les différentes options. Par exemple, pour pour une table, ce serait plus préférable d'obtenir le dessus et le dessous de l'objet que les côtés. Bon, ça dépend aussi du design qu'il a déjà pensé pour la table, s'il a déjà une idée. Mais sinon, voilà. Ici, il peut rentrer les images de référence qu'il a. Soit, bon, par défaut, c'est aucune. S'il a une image de référence, il peut la placer euh, ici, s'il veut. Une image réaliste, de préférence ici. C'est par exemple s'il a trouvé chez dans une usine par exemple ou autre et juste il a pris en photo rapidement ou bien euh, chez lui par exemple il fait juste la photo. Donc juste une simple photo mais réaliste. Donc c'est-à-dire que la photo est chargée ou autre. Ici donc mais s'il a un croquis industriel déjà prêt, il peut déjà le rentrer ici. Ou s'il ne l'a pas encore, mais que lui-même il veut contrôler la conception du prototype, donc il peut venir et bon muni de sa tablette ou de son stylo ou autre. Il peut concevoir le design ici par exemple et voilà et capturer le croquis. Et soit s'il veut recommencer, il peut l'effacer sur le quoi. Et il pourra supprimer le croquis s'il veut, bon, échanger, effacer, changer. Donc on va passer à aucune parce qu'on n'en a pas. Et il a l'option aussi d'améliorer les prompts. Donc, l'amélioration des prompts se fait s'il le choisit et puis visualisera aussi le prompt et pourra le changer, le prompt améliorer ou changer. Donc, pour ça, dans ce cas-là, donc c'est juste le prompt qu'il rentrera ici qui sera amélioré et qui sera utilisé pour la génération donc des N prototypes comme je l'avais expliqué
Mais dans ce cas, donc c'est chacun des prototypes qu'il voudra rentrer et des prompts correspondants qui seront tous améliorés séparément et il pourra aussi les modifier avant de lancer la génération du résultat de la maquette en image 2D. Donc ici par exemple, ouais, prendre un exemple simple, euh, une table par exemple, une table ronde si tu veux. Je peux laisser à 3, le maximum c'est 5. Je peux garder le rendu réaliste. Et comme c'est ça, normalement ces deux options m'intéresseraient plus. Et je n'ai aucune image de référence, donc je vais directement passer à l'amélioration du prompt. Donc voilà les résultats obtenus pour les prompts. Donc pour les différents prompts, si je veux les modifier, je peux directement les modifier. Mais je vais passer à la génération. Donc voilà les résultats des prototypes obtenus. Donc on a une table ronde, différents types. On a par exemple une table en bois avec les deux vues demandées. On a des tables dans un métal en tout cas. Et voilà. Voilà les trois différents prototypes qu'on a demandé avec les deux différentes vues si on veut. Donc, l'utilisateur peut obtenir la nomenclature des produits s'il veut avoir une, une première idée de ce dont il aura besoin pour la fabrication de chacune. S'il a des contraintes ou autres concernant leur stock ou le coût de fabrication ou autre, donc il pourra déjà ici voir. Donc voilà ce que le LLM utilisé nous a généré. Donc c'est conforme et à l'image et au prompt utilisé spécifique pour la génération de l'image. Donc on a plateau de table. Pour ça, on aura besoin de ébène, de macassar. Donc je pense que c'est ça, du bois ébène, je pense. Donc pour l'anneau supérieur, on aura besoin de laiton poli. On aura aussi besoin de laiton pour l'anneau inférieur et la barre verticale aussi, toujours oui. Cylindre, plaque de base inférieure, vis de fixation pour avec de l'acier. Euh, Ici, il y a bon, ça, c'est des fixations de barres des anneaux, donc c'est un choix à faire par les concepteurs. Je pense le bureau de méthode, donc c'est pas par celui qui va concevoir le design en lui. Donc voilà. Ici, utilisation des électrons toujours. Ici, euh, feutre ou polymère, souple pour la pattern de fixation, pattern de protection en sol plutôt. L'utilisation de l'adhésif à définir s'il y en a. Pour les produits de finition aussi, ce sera définir aussi pour les pâtes à polir aussi. Je pense que c'est assez exhaustif et assez précis avec des nombres, des quantités estimées aussi. Et voilà, la structure et des commentaires bien sûr euh, d'assemblage ou de précision. Donc voilà. Et donc on a les différentes références pour chaque produit. Donc voilà. Et voilà. L'utilisateur a l'option bien sûr de télécharger la nomenclature, donc de l'exporter. Là voilà, je pense qu'il s'agit du prototype 3, oui. Donc voilà. Il peut télécharger l'image aussi s'il veut. Et voilà. L'utilisateur a aussi l'option de modifier un prototype. Par exemple, ici, il peut demander la modification de ce prototype. Par exemple, euh, il peut demander de modifier le plateau de table en un plateau rectangulaire ou carré, par exemple. Donc, je peux ici.
Et donc voilà le résultat obtenu sur cette image. On voit donc voilà, on a aussi voilà les différentes options. On a aussi l'option pour passer à la visualisation 3D de ces prototypes-là. Mais avant de continuer, on va passer à il y a aussi l'option de discuter de du prototype ou des prototypes avec un agent. Donc ici, avec cet assistant, il peut discuter de, et il peut poser des questions techniques au niveau de la fabrication, les matériaux, autres. Toujours, ici, il peut poser des questions aussi sur la partie commerciale, de gestion de production et autres. Un peu pour l'aiguiller sur cette partie-là des coûts qu'il devra mettre et autres. Et aussi, des questions sur la stratégie, donc l'innovation autre, le marché des différents pays et aussi des questions opérationnelles sur les coûts de production et toujours comme je l'ai dit, gérer la production en elle-même si il le veut pour avoir des éclairements sur ça. Ici, il peut choisir donc les différents prototypes sur lesquels il peut poser des questions, soit il pose des questions générales par exemple, de comment se porte le marché et autres. Ou il peut, par exemple, sélectionner un prototype et poser des questions sur ce prototype-là, ou en sélectionner plusieurs et poser des questions d'analyse comparative entre les différents prototypes si il le veut. Donc, euh, donc voilà. Donc, je peux commencer sans sélectionner et à demander. Euh, donc, la génération de la réponse de l'assistant, donc, on peut l'explorer pour voir, pour évaluer la variabilité et le positionnement des marchés. Donc voilà. Il se base sur l'état de tout le système. Donc sur le prompt de l'utilisateur qui était une, une table ronde normalement. Donc voilà. Pour les tables rondes de marché marocain, il faut savoir que la fourchette est large et dépend de plusieurs facteurs et autres. Et maintenant l'estimation, donc au niveau des, on a ici le style et la catégorie. Donc pour économique et basique les plus simples, la fourchette en moyenne est de 800 à 2500 dirhams. Et voilà. Ici, moderne ou scandinave, donc avec du bois clair ou autre. On a, on a une estimation de prix de vente. Donc, je suppose que c'est dans les supermarchés ou autres, où ça se vend assez cher. Et on a lié au prototype, donc on a les prix, les différents prototypes ici. Donc, ici, on voit bien que le prototype 1, il est en bois clair. Le prototype 2, il a une impression de béton ou marbre. Et le prototype 3, on voit que c'est du bois, d'ébène, plus des supports, donc voilà, des métaux sinon. Donc voilà les différents types. Donc voilà, on observe aussi que le design 3, il est plus avec un design luxueux si on veut l'éditer, sinon voilà. Donc voilà les différents styles demandés, par exemple, à combien peut me revenir, voilà les prix du marché en lui. Donc maintenant, à combien peut me revenir les prix, non, le de fabrication de ce prototype, sachant, non, on se base sur
par exemple. Donc voilà, j'ai sélectionné le prototype 1 en bois pour un rappel. Donc voilà, on attend sa réponse. Voilà la réponse de l'agent pour le prototype 1. Donc il a pour donner des estimations assez précises. Donc il a estimé donc les différentes dimensions et les matériaux, estimer donc les finitions et le volume de production. Euh, Là, on a eu un problème de l'affichage du résultat parce que c'est en MD, en MD. Donc, je pense qu'il y a un problème, mais on voit bien que normalement, l'estimation est faite sur le poste, le poste de coût, la description détaillée de ce que le coût représente, la fourchette des prix estimés et des notes techniques du marché marocain. Et voilà, je pense. Et donc, on aura donc pour ça, pour les matériaux, et on aura le coût de fabrication. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas très lisible, mais on peut s'y retrouver quand même un peu. C'est juste un problème dans l'affichage du MD qui n'a pas marché pour le tableau ici. Voilà. Mais ici, on voit bien que l'affichage a marché, donc il y a eu un problème. Donc, bon, c'est pas grave. On continue donc l'exploration. Donc voilà les différentes possibilités de cette partie-là. Aussi, si on revient à cette page-là, donc aussi l'utilisateur a l'option de rentrer en prototype déjà. On va pousser donc l'obtention de sketch. Donc par exemple, je vais toujours mettre un exemple rapide, une table. Je peux la génération aléatoire de prototype. Nombre 3 et je vais prendre le rendu sous forme de sketch et je pense que je peux mettre une image. Donc, je peux sélectionner cette image réaliste. Je peux prendre cette image-là et voilà. Et bon, je vais laisser ça pour avoir une vue assez globale. Et voilà, je vais lancer la génération. Et voici le résultat obtenu pour la génération du prototype en sketch. Bon, sinon l'obtention des sketchs. Donc ici, on voit la, la table designée quand même assez, puisque mon prompt n'était pas assez vraiment varié, donc il est assez semblable à l'image de référence que j'ai passée. Et sinon, on a des estimations de dimensions aussi et autres, et les différents, donc les trois différents. Et voilà, donc bon, juste différentes vues. Il n'y a pas assez de variation à cause de la fixation de la référence déjà. Et sinon, voilà. Et on va obtenir aussi toujours ici, on peut obtenir la nomenclature et toujours les mêmes différentes options. Donc, et il y a aussi l'option d'édition, je peux éditer le prototype lui-même. Donc, je peux changer aussi ce que je veux sur le résultat. Et voilà un peu le résultat de l'édition. Ici, on voit bien les quatre pieds. Et voilà, pour le prototype 4, 3 et 4. On voit bien. Donc, voilà. Euh, et voilà.
et je peux l'envoyer au studio 3D. Je peux passer au studio 3D pour la génération des prototypes rendus 3D. Donc le, voilà tout pour la partie 2D. Côté 2D, donc maintenant on va passer à la partie donc 3D. Donc ici c'est à partir de notre prototype qui était généré. Donc voilà le prompt conforme donc qui a été utilisé pour la génération de ce prototype-là en interne, donc amélioré. Et voilà l'image qui a été nettoyée parce qu'elle était assez chargée d'écriture et autres de tests. Donc pour la génération du 3D, comme je l'ai expliqué, l'image doit être assez clean et nettoyée pour, euh, pour que le modèle de génération 3D puisse effectuer bien son travail. Donc, voilà. Donc ici, voilà la visionneuse, on a la visionneuse 3D avec 3JS qu'on a effectué. En attendant que le modèle se charge, il y a un delay bien sûr, à cause de différents facteurs. Donc ici on peut explorer, on peut changer différentes options de l'affichage, la perspective, euh, ça on dit là. Je peux, voilà. Je peux changer les axes si je arrêter, couper, ainsi de suite. En tout cas, il y a différentes options donc pour que ce soit assez ergonomique et tout soit à disponibilité de l'utilisateur. Donc voilà le produit qui ici c'est vraiment et donc on a l'option de télécharger en .glb et voilà capturer si on veut en image 2D, c'est à vous comme je le disais aussi si on veut on peut. Donc, on peut réinitialiser la caméra et voilà. Donc, ce studio-là, ça, c'est vraiment le flux rapide. Donc, c'est le flux qui permet d'obtenir le concept en, en 2D. Donc, l'ingénieur, on va dire, pourra, à partir de ça, donc, tourner et voir un peu avoir la vision sur le prototype en lui-même, pas seulement une image, mais une estimation complète de, des agents IA sur le prototype complet. Et voilà. Mais ce n'est pas, cette option-là n'est pas vraiment précise puisqu'il n'a pas accès sur le 3D haute dimension. Donc, il peut l'ouvrir dans les visionneuses 3D euh, simples, mais dans les logiciels CAO, il aura du mal à modifier quelque chose sur ce GLB-là. Donc, d'où la limite de la visionneuse et d'où la création de l'agent FreeCAD par la suite, qu'on montrera par la suite. Donc maintenant, on va passer à l'exploration de tout ce qui est 3D avant de continuer l'exploration de l'application. Donc, on revient à la page d'accueil et on peut passer au 3D. Donc, voilà le prototypage rapide qui a principalement quatre options. Donc, on a la génération à partir d'un prompt. Euh, donc, juste à partir du prompt, la génération donc, du prototype, comme on vient de le voir, sera faite soit à partir d'une image ou un sketch réaliste, soit à partir d'une image qui est déjà sous forme de DDCAO. Donc, l'image qui soit vraiment sous forme d'une image issue d'une capture par exemple, de l'objet qui a été conçu dans un logiciel comme CATIA. Donc, comme je l'avais expliqué, c'est pour que la vue soit assez claire et nette comparée à une image qui serait en un sketch elle-même. Et aussi là, l'option de prendre plus l'image. Donc, voilà. Ici, par exemple, je peux tester.
cette option-là qui englobe majoritairement les trois. Euh, donc, je peux mettre par exemple une table en bois noir. Je peux sélectionner l'image. Je pense que j'avais ça. Pour montrer, donc on va prendre, par exemple, voilà le genre d'image qu'il ne faut pas donner pour la génération du 3D. D'où il y a un processus de traitement de ce genre d'image-là avant la génération du 3D. Donc ici, si cette image-là était déjà en 2D, j'aurais pu préciser, mais dans ce cas, non. C'est pas un 2D CAO. Donc, l'image n'est pas propre et visuellement parlant. Donc, je vais continuer. Donc, là, on va passer j'aurai un formulaire à remplir. Un formulaire qui précise, euh, qui pose des questions sur les informations, donc des informations assez primaires, dont on a besoin pour établir un concept en 3D de base. Juste quelques petites précisions pour que le LLM sache comment il doit traiter l'image en elle-même pour l'améliorer au maximum pour que la génération du 3D soit assez nette et assez conforme au rendu voulu à partir de l'image et du prompt. Donc, pour ce faire, donc, le formulaire qui a été généré, donc il se base sur l'état, bien sûr. Il n'est pas figé euh, et préétabli. Donc, pour les matériaux, on me demande donc je peux prendre du bois noir, comme je l'ai dit. Et pour les dimensions, donc je vais me laisser aller, 120, 40. Et l'épaisseur, je pourrais mettre 5. Euh, la forme, je pourrais mettre pied carré. Si on n'a pas de réponse, il suffit juste de mettre ça ou bien de, de, de dire tout simplement estime toi-même ou décide, choisis toi-même tout simplement. Euh, Par exemple, je fais ça. Et pour la vue, bon, c'est préférable de choisir isométrique pour que parce que le modèle 3D en lui-même, euh, il estime sous forme d'extrusion de la pièce, d'où l'image en 2D doit être assez nette, l'image qu'on lui fournit. D'où il faut un processus de nettoyage la, de l'image comme je l'avais expliqué lors de la présentation. Donc voilà cette table-là. Bon, avec toute image, et voilà le nettoyage en lui-même. Et lui, donc, l'agent 3D donc, va se baser sur ça, essayer de faire des instructions pour obtenir le résultat 3D. Donc voilà. Et on va attendre la génération qui peut prendre du temps. Et voilà. Ici aussi, il a l'option aussi d'obtenir toujours une nomenclature. Donc pour la nomenclature de la pièce, donc on va se baser sur le résultat final, toujours avec ce qui est le prompt de l'utilisateur qui était la table plus l'image. Bon, l'image qu'on a nettoyée à partir de et l'image initiale et le formulaire qu'il a rempli. Et pour la génération de la nomenclature, donc bill of material. La génération plutôt du 3D peut prendre, des fois c'est assez rapide, moins d'une minute, mais des fois ça peut prendre une minute à 2 minutes max. Donc voilà, on peut visualiser maintenant le 3D. Maintenant, donc voilà un peu la réalisation de la table. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une estimation des matériaux de la dimension. Donc voilà comment elle a conçu la table. Quelquefois c'est précis, d'autres non. Donc
Voilà, bon, quand même, on a un résultat assez précis qu'on peut donner à une équipe de conception, à part le défaut, si vous l'avez remarqué ici. Mais comme je l'ai dit, c'est une extrusion, donc ce n'est pas assez précis de conscience, sinon. Je peux donner un chiffre comme ça, de par exemple, souvent, t'as raison, 10% quand même des résultats sont as- assez bons pour ce qu'on demande. Donc voilà l'exploration du 3D. Donc j'ai exposé, c'est presque c'est le même principe, sauf que ici, donc l'image, elle est directement, l'image de 2D, donc nettoyée, elle est directement générée à partir du prompt et aussi du formulaire qu'il aura à remplir. Et ici aussi, il aura un formulaire à remplir. Et ici aussi, pour le nettoyage, c'est nécessaire de l'image dans ce cas-là. Mais sinon, directement, on utilise l'image. Donc, voilà pour tout ce qui est prototypage du flux rapide. Donc, maintenant, on va passer à notre agent qui est à sa version, à notre agent FreeCAD qui est à sa première version. Donc, ce n'est pas totalement complet, mais Inch'Allah, on va l'améliorer par la suite. Mais on va montrer la manière dont il marche, son état actuel. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la conception 3D qui, elle se base sur l'utilisation d'agents de conception assistés par ordinateur. Donc, la problématique qui a conduit à l'utilisation de ceux-ci est le problème de la fiabilité et de la reconnaissance dans le milieu industriel. Parce que l'autre, dans le studio 3D, qu'on a parcouru en long et en large, tout en l'expliquant son fonctionnement, la réalisation de 3D se base sur des images et sur une extrusion des images. Certes, ça offre un résultat 3D assez réaliste et assez partageable avec une équipe de réalisation, conception, des techniciens pour réaliser les maquettes ou autres. Ça facilite la tâche. Je ne veux pas ne pas lui accorder ça, mais le problème c'est que les dimensions ne sont pas exactes. Et dans le monde industriel, il y a cette notion de conception complète pour le, la réalisation elle-même. Par exemple, si je conçois un moteur comme ça, à aucun moment l'équipe de réalisation ne pourra concevoir le prototype du moteur. Parce que le moteur, ce sera fait comme un truc compact, comme une boule, où j'aurai bien sûr les différentes dimensions, peut-être les géométries autres, il y aura des perçages et autres. Il y a quand même de l'intelligence dans l'extrusion de ces images-là pour la réalisation du, du, du 3D en lui-même, au final, le JLB qu'on obtenait avec le- notre système. Mais c'est ce manque de dimensionnement-là fait qu'il y a un réel problème de crédibilité industrielle de l'application en elle-même. Donc, pour la rendre assez crédible dans, dans le monde industriel et autres, il a fallu donc régler ce problème de prototypage, parce que pour prototyper un concept, il faut aussi l'amener, certes en lui donnant vie avec nos images et nos 3D, mais aussi il faut lui donner une certaine crédibilité. Donc, d'où la présence de cette partie-là. Et on la tire principalement de deux projets, à savoir le projet de Mecha Agent, est un projet qui utilise le logiciel, actuellement la version actuelle qui est accessible, c'est avec le logiciel SolidWorks, qui donc eux, ils offrent aussi un assistant concepteur assez développé. Et on a aussi le projet Compass Agents, développé par euh, un employé de Amazon, qui est un projet open source aussi, qui, lui, il utilise
principalement la version dont on a eu à voir les résultats, c'est qui utilise le logiciel SAP 2000, donc qui est un logiciel principalement de conception d'architecture, test de rigidité, contraintes et autres. Donc, c'est principalement ces deux projets avec les différents modes qui sont très intéressants. Donc, c'est sur ces projets-là, on s'est principalement basé pour euh, la source d'inspiration de notre agent. Maintenant, on a eu le choix de FreeCAD n'est pas aléatoire parce que FreeCAD est un logiciel déjà dont les modules des différentes euh, commandes sont réalisés en Python et donc il facilite la commande du logiciel et il est moins complexe à utiliser que les autres logiciels, dont ceux de Dassault. Et voilà. Parmi les capacités du logiciel, on a la possibilité de l'assemblage, de la FEM et du BIM, mais la version actuelle ne se concentre que sur l'assemblage. Donc, et la conception aussi où on a même de résultats simples. Donc, je vais commencer déjà par expliquer le fonctionnement de l'interface en elle-même. Donc, ceci montre que le lien entre notre application web et notre application il est prêt. Donc, le pont est prêt. Donc, les deux vont communiquer via des requêtes HTTP. Donc, ici, on a les différentes configurations possibles. Donc, bon, ici, c'est le projet sur lequel euh, on est en train de travailler, c'est ce projet. On peut le supprimer, il y a l'historique. On a le document 4, donc c'est dans ce document-là que on créera nos objets. Donc, je peux directement lancer la création. Et on a maintenant les modes. Les différents modes qui sont accessibles actuellement sont trois modes, le mode de confirmation, le mode autocopilote et le mode évolutif. Si je dois expliquer chacun des modes, je dirais. Le mode de confirmation, c'est la confirmation du plan de conception de l'objet avant le lancement des commandes pour la réalisation de l'objet dans le logiciel. On va le tester pour voir le résultat. Le mode autocopilote, c'est un mode sans nécessité de confirmation de l'ingénieur, mais il peut advenir des questionnements de l'agent dans le cas où le prompt initial ne serait pas assez euh, précis ou exhaustif. Et le dernier mode, le mode évolutif, lui, il a comme le mode autocopilote un peu, mais il supporte plus euh, de lourdes questions, de lourdes tâches sinon. Lui, par exemple, on pourrait, entre guillemets, vouloir construire une maison. Avec lui, ce serait plus simple qu'avec le mode confirmation, par exemple, ou le mode autocopilote. Voilà son objectif. On a le fallback. Le fallback, il est là pour assurer que dans tous les cas, on ait un résultat un produit qui est conçu dans l'interface. Le problème, c'est que la majorité des projets de SEO que l'on verra dans beaucoup de sites comme Reddit ou autres, de communautés, ces projets, toujours dans l'esprit agent, assistant, conception, ils sont orientés euh, Python, c'est-à-dire que directement l'agent euh, va implémenter directement du Python pour interagir avec FreeCAD, ce qui peut amener beaucoup plus de problèmes avec des erreurs. D'où nous, notre projet évite de diriger directement FreeCAD avec Python parce que ça ouvre la porte à des erreurs. Donc pour essayer d'éviter ça, nous on utilise un agent qui utilise les commandes prédéfinies de CAD et de FreeCAD et les appelle par des appels DSL tout simplement pour concevoir les prototypes. Donc il n'attend pas, lui, il ne code pas en Python.
Donc, ça permet de réduire les risques d'erreur. Parce que pour des réalisations complexes comme des moteurs ou encore des maisons, bon, je dirais des buildings et autres, il y aura un problème parce que le nombre de, la conception sera complexe. Donc, le code généré par l'agent risque d'être énorme si le mode n'est pas évolutif. Et si le mode n'est pas, oui, si le mode n'est pas de confirmation plutôt. Donc, pour éviter ça, nous on utilise directement la commande de FreeCAD et non le code directement sauvage. Donc et, mais on a gardé quand même le cas de codage en Python dans le cadre où nos commandes échouent, les commandes de notre agent échouent après plusieurs réessais, puisqu'il y a un nombre d'essais s'il y a des échecs. Donc, en français facile, je vais t'expliquer aussi. Donc, il y a deux plans. Donc, après les tests de l'agent, s'il échoue plusieurs fois et il soumet les échecs et réessais autorisés par le système, qui sont au nombre de 5, soit il commence directement à coder en Python, soit il réessaie encore, il refait encore une boucle de réessai et une seule fois. Et il est chaud, il va coder en Python directement. On essaie d'amoindrir au maximum le codage en Python directement pour diriger le logiciel. Donc voilà. Euh, donc voilà un peu une explication de un peu l'interface, de la configuration et autres. Et ici, on a l'outil d'export qui permet d'exporter le résultat de ça, de l'objet qui sera construit, soit en format GL, plus une image un screen un peu de l'objet réalisé. Donc voilà. Maintenant, on va passer au test un peu pour montrer les résultats et des différents, des différents résultats, des différents modes. Donc, je vais partager l'écran pour que ce soit en live. Donc voilà, pour commencer, j'ai créé le premier, en premier prompt, par exemple, créer une table, je vais le lancer, j'ai fixé le mode de confirmation qu'on va explorer premièrement. Donc là, j'attends le plan de l'agent, tout simplement parce qu'il devra détailler et ensuite on verra ses résultats. Donc voilà le plan de l'agent pour créer la table. Bon, je vais directement l'accepter et à chaque fois l'agent nous rappelle que si on veut, on peut exporter le résultat. Je vais visualiser. Donc voilà le résultat conçu par l'agent. Mais on va tester l'ajout d'objets. Donc je peux lui demander d'ajouter une chaise. Et dans la plupart des cas, il faut éviter de modifier l'état de l'environnement, par exemple, de modifier l'objet ou les positions ou autres, les dimensions, lorsque l'agent est en cours d'exécution. Donc, parce que et, les designs et tout, les positions et tout sont estimés en fonction de l'état de l'environnement. Donc, s'ils sont modifiés, lorsque l'agent y travaille, il y aura un mauvais résultat. Donc, c'est juste la spécificité que l'utilisateur doit savoir au moment où il lance une requête. Donc voilà le plan, donc je peux directement l'appliquer. Sauf qu'on verra que il y a un problème au niveau de l'axe de réalisation. Je pense que ça vient de side. On verra que oui, on verra que ici il y a le dos de la chaise, il est mal réalisé. Je sais pas pourquoi.
Ça, je pense qu'il y a un problème d'axe. Mais sinon, sinon, bon, je peux créer par exemple un dernier objet sur la table avant de passer aux autres modes. On verra si les autres modes créeront. L'agent estimera mieux les différentes orientations des différents objets à créer et à assembler. Donc, c'est- donc j'applique le plan et voilà le résultat. On va essayer avec les autres modes, voir le résultat. Je prends le mode, je peux créer un nouveau projet, par exemple, pour comparer après les différents résultats. Je prends le mode autocopilote et on va directement passer à la conception. Donc voilà le résultat de conception de l'agent pour la table. Donc on voit que pour ça, il n'y a, il n'y a pas de souci. On va essayer de concevoir la, la chaise pour voir si lui, il estimera mieux les différentes orientations ou pas. Donc, on voit que ici aussi, la création de la chaise, elle a été mal réalisée. On va maintenant, on va voir le mode évolutif pour voir les résultats aussi que l'on aura. On verra le fonctionnement et le résultat pour la conception de la chaise aussi. Je pense que c'est la concept, l'orientation, le problème. Oui, ajouter. On va créer une table, bien sûr, bon, c'est l'exemple basique. Donc voilà le mode évolutif. On a la conception, on va lancer, on a les options de téléchargement qu'on veut, STL, STEP, PNG, voilà. Et on a aussi, on va lancer la conception de l'assiette dans ce mode pouvoir. Et ensuite, on testera la conception d'un BIM avec ça pour voir le résultat dans ce mode. Donc ici, voilà, dans ce mode, il n'y a aucune demande de confirmation et aussi aucune demande d'estimation ou de confirmation de dimension. Tout est directement estimé sans questionnement de l'utilisateur sur les dimensions qu'il veut fixer. Et oui. Hmm, ça sera top. Donc, le problème devrait être dans l'orientation de l'axe. I guess. Ou, ou dans, oui, vite. Oui, ok, ça doit être ça. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la démonstration de tout le processus de prototypage et de notre agent FreeCAD. Donc on espère l'améliorer, mais sinon déjà les résultats sont assez prometteurs. Donc si Dieu le veut bien, on continuera à l'améliorer pour
atteindre un niveau de perfection assez élevé et pourquoi pas étendre ça aux autres domaines, aux autres logiciels de conception de CAO pour réellement utiliser dans les entreprises, dans les industries et voilà, mettre, disons, l'IA au service d'une industrie en pleine révolution. Donc, merci.